merci pour votre présence massive. On est entre guillemets, si je puis me permettre ce terme, heureux de vous retrouver, malgré tout. On préférait tous, je pense, être dans notre établissement, toi, dans ton bloc opératoire, plutôt que d'être là à expliquer pourquoi nous sommes victimes de maltraitance. Alors, avant de dérouler un peu le programme de cette conférence de presse, je vais donner la parole à Philippe. Nous sommes dans une période assez unique, je dirais, avec une alliance totale entre la médecine libérale et l'hospitalisation privée. Merci à l'ensemble des acteurs médicaux d'avoir spontanément et très rapidement rejoint notre mode d'expression et nos revendications, parce qu'ensemble, on est quand même bien plus fort. Et c'est vrai qu'une clinique sans médecin, c'est un et voilà, j'ai pas vocation à gérer, venez docteur, j'ai pas vocation à gérer les hôtels, donc c'est important pour nous que nous soyons tous ensemble réunis. On s'est réparti des temps de parole qui vont être relativement brefs. Je reprendrai la parole après toi, Philippe, pour environ 10 minutes, toi aussi, je pense, entre 5 et 10 minutes. L'intérêt aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions, voilà, qu'il y ait des questions et que l'on puisse, je dirais, éclairer toutes les zones qui seraient aujourd'hui dans l'incertitude ou le flou. Donc Philippe, je veux bien que tu dises aussi un petit mot d'accueil et de bienvenue. Alors moi je suis Philippe Cuviot, je suis chirurgien vasculaire à Toulouse, coprésident du syndicat MSP Le Bloc, mais j'ai toujours un peu le rôle de porte-parole de mes amis et d'autres syndicats qui sont tous ici représentés. C'est en fait la représentation, au-delà des groupes syndicaux, de l'ensemble des médecins spécialistes libéraux qui, pour la plupart, travaillent dans les établissements privés. Et la conjoncture est très particulière aujourd'hui parce que vous savez, nous sommes dans des négociations conventionnelles qui sont longues, difficiles, et pour lesquelles les médecins spécialistes libéraux sont un peu gênés par cette négociation, et en particulier, mais on en parlera tout à l'heure, par ce qu'on appelle la classification commune des actes médicaux. Et je le rappelle, les négociations conventionnelles, c'est pour une période de 5 ans. Nous nous engageons, nous, partenaires conventionnels, sur une période de 5 ans, et en 5 ans, on comprend bien que les exigences de qualité, de sécurité, de moyens doivent évoluer. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui tous ensemble parce que nous travaillons dans des établissements privés. C'est notre outil de travail. Nous avons besoin de personnel soignant de qualité, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de plateaux techniques, nous avons besoin d'innovation thérapeutique. Et tout ça, c'est des moyens. Et quand on voit les tarifs aujourd'hui des établissements, nous, on s'inquiète beaucoup sur la continuité et l'offre de soins que nous devons aux patients sur toutes les... Merci Philippe. Alors, je reprends la parole pour vous rappeler qui nous sommes en fait. Qui nous sommes, les cliniques privées. Les cliniques privées, c'est 1000 établissements sur le territoire. Nous sommes présents dans 90 départements. C'est-à-dire que nous sommes sur la notion de proximité, de maillage du territoire et je dirais d'accès aux soins. Nous sommes sur des zones urbaines denses, mais également dans des zones qui sont défavorisées et qui sont en proximité. Nous prenons en charge, c'est nous, le collectif, hein, bien sûr, les médecins et les soignants, nous prenons en charge 9 millions de patients chaque année. 9 millions. Donc 3 millions en urgence. On dit toujours que l'urgence, c'est l'apanage de l'hôpital public. Non, 3 millions de patients sont pris en charge en urgence. C'est 160 000 salariés, 40 000 médecins libéraux, et je dirais autant de collaborateurs, parce que vous avez tous, bien sûr, des assistants médicaux, paramédicaux, et des assistants administratifs. Donc ça fait pratiquement 250 000 personnes qui sont au service de la santé publique. On réalise, et ça c'est important, 35% de l'activité sur le territoire. 35% de médecine, de chirurgie d'obstétrique, de psychiatrie et de rééducation. 35%. Et je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais ces 35%, en face, il y a le budget
mais c'est 18% des budgets d'assurance maladie. Donc vous avez une notion de l'efficience. 35% d'activité, 18% des ressources. Si l'hôpital public avait ces mêmes ratios, franchement, la sécurité sociale ne serait pas aujourd'hui en déficit. On réalise 55% de la chirurgie. Bon. La caricature, si vous voulez, vient de dire on prend des actes simplex, on prend des actes simples, on soigne des patients en bonne santé, qui ont tous des cartes vitales Gold Platinum. Il faut arrêter. On me le sort à chaque conférence de presse, chaque journaliste qui arrive dans ce secteur-là me dit mais oui, vous sélectionnez les patients, vous avez fait une activité de chirurgie réglée, et puis vous faites votre marche sur la chirurgie esthétique. Je caricature. C'est de la caricature. On souhaite tout le monde. 20% des patients qui arrivent dans sa d'urgence sont bénéficiaires des aides d'État. Donc, halte aux idées préconçues qui est de dire qu'on fait que de la chirurgie réglée. On fait de la chirurgie lourde. Et important de dire aussi que les hôpitaux publics ne sont pas arrivés, depuis 2019, à retrouver leur activité. L'activité 2019, c'est l'activité avant Covid. C'est notre année de référence. Ils sont à moins 3%. Nous, 2022, à Frangine, c'est vous, c'est nous, c'est tous ensemble. Nous avons réalisé 400 000 séjours de plus. C'est-à-dire qu'on rattrape cette dette Covid qui est de 3 millions de séjours. Donc au lieu de nous encourager, au lieu de nous dire ben, c'est bien, vous êtes dans, je dirais, dans l'accès aux soins, dans le rattrapage du retard, ben, on nous stigmatise et on nous brille et on nous maltraite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on nous maltraite. Depuis 6 ans, pour ceux qui me connaissent, depuis l'arrivée d'Agnès Buzyn, on va dire, pour séquencer la période, je me suis mis dans la complémentarité publique-privée, dans la même tendue. Parce qu'il y avait à l'époque une ministre qui avait compris que sans les libéraux, sans les cliniques privées, le système de soins ne marchait pas. Donc depuis cette période-là, j'étais dans la complémentarité, j'étais dans l'aide du grand frère qui on a eu, je dirais, une paix armée avec les hôpitaux publics et ça fonctionnait bien parce que nous avions chacun pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et cette campagne tarifaire, parce que vous le savez, la campagne tarifaire, beaucoup pensent que nous sommes libres de fixer nos tarifs. Ben non. Le tarif de l'appendicite, de la prothèse de hanche, de toutes les pathologies sont encadrées par l'assurance maladie et on doit bien sûr appliquer les tarifs. Qui sont, je tiens à le répéter, parce qu'on ne dit pas assez. Et si nos concitoyens pouvaient s'emparer de ce sujet, nos tarifs sont 30% moins chers que l'hôpital public. Ça s'appelle la convergence tarifaire. C'est un vieux combat. Mais au lieu, si vous voulez, de nous stigmatiser, si on était encouragé à fonctionner encore plus, on ferait des économies à la sécurité sociale. Plus on travaille, plus on fait faire des économies à l'assurance maladie. C'est bon de le rappeler. Alors pourquoi aujourd'hui je suis non seulement contrarié, je suis choqué. Choqué parce que j'ai porté, et les ministres qui sont succédés depuis Mme Buzyn, ont porté tous, jusqu'au dernier actuel, ont tous porté l'égalité à peu près de traitement entre public et privé. Tous. Et là, vous savez, nos tarifs sont fixés le 1er mars. Là aussi, c'est même un scandale. On ne facture plus nos actes depuis le 1er mars. Parce que les tarifs ne sont pas encore sortis. On est le 24 ou 25 avril, 2 mois. 2 mois qu'on ne peut pas facturer nos actes. Comme si chaque année, on découvrait que le 1er mars, il devait y avoir une campagne tarifaire et que le tarif devait sortir. 2 mois. D'habitude, il y a, alors, pas comme vous. Vous avez une convention et une signature. Nous demandons aussi. Nous avons des discussions avec la DGOS, avec le ministère de la Santé, sur cette campagne tarifaire, notamment les effets. Cette année, 0 discussion. 0 rendez-vous. Pendant 1 mois et demi, la seule réponse que j'avais de nos ministres, parce qu'on a la chance d'avoir 2 ministres,
c'est de dire arbitrage en cours, arbitrage en cours, arbitrage en cours. Et il y a 15 jours, mais c'est le moment qui marque. Vous savez, quand vous avez une mauvaise nouvelle, vous vous rappelez toujours de l'endroit où vous étiez lorsque vous recevez cette mauvaise nouvelle. Un mardi après-midi à 16 h, j'ai un appel de vos confrères, les Échos, qui me disent quelle est votre position sur les arbitrages rendus. Ben, je dis, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. Et là, j'ouvre mon ordinateur, une page entière des Échos où le ministre délégué à la Santé explique la campagne tarifaire rendue avec un 0,3 pour nous et un 4,3 pour l'hôpital public, en expliquant que c'est la même chose. C'est pareil, les mêmes ingrédients mis dans un shaker, aussi, ce sont ces mots. Je ne sais pas si vous l'avez lu chez vos confrères, il explique, il a mis tous les ingrédients de la campagne tarifaire, l'effet volume, l'effet prix, l'effet masse, dans un shaker, et puis il en ressort la campagne tarifaire. Comme si il n'y avait pas d'arbitrage humain derrière ce shaker. Alors je ne sais pas si ça s'appelle Pina Colada, Morito ou Caipirinha, mais on a été, via la force centrifuge de ce shaker, éjecté de la campagne tarifaire. Et il continue à dire que 0,3-4 ans, c'est pareil. Mais n'importe quel de nos concitoyens comprend que quand on a une augmentation de 0,3, c'est pas pareil que 4,3. Il y a juste 500 millions d'euros d'écart. 500 millions. C'est ce qu'on demande. C'est notre demande qui est intangible et on ne lâchera pas. Parce que sans ces 500 millions d'euros d'écart, on ne passe pas. On ne passe pas avec une inflation à 3%, 4%, on ne passe pas. Et en plus, il explique, ah mais non, mais c'est pour revaloriser les soignants qui travaillent la nuit et les week-ends. Bah, et nous, monsieur le ministre, on n'a pas de soignants qui travaillent la nuit et les week-ends. Ils sont quoi? On ferme la nuit et les week-ends. Les patients, la nuit, ils sont surveillés, soignés. Ils t'appellent quand il y a un souci. Ben non, nous, on n'a pas de moyens pour les revaloriser. Donc c'est choquant. Et quand je suis choqué, mais ça passe pas. Ça passe pas parce que on serait, comme certains le disent ou le pensent, dans une situation économique florissante et que mes revendications étaient pour gagner plus. Bon, je pense que mes propos seraient dilués et que vous ne seriez pas tous là aujourd'hui. Mais 40% des copains sont en déficit. Ça ne veut rien dire 40%. Demain, c'est 60%. Mais par contre, quand j'additionne les bénéfices de ceux qui peuvent en avoir et les déficits des copains, on est à 800 millions d'euros de déficit. 800 millions d'euros. Là, ça part. La branche privée, c'est 800 millions d'euros de déficit. Donc ça veut dire quoi, 800 millions d'euros? Ça veut dire, et c'est pour ça que vous êtes là aussi pour témoigner, ça veut dire fermeture de services d'urgence, parce que c'est extrêmement déficitaire, fermeture de services d'obstétrique, fermeture de cliniques, et avant tout ça, réduction des investissements. On ne peut plus investir, on ne peut plus acheter de robots, on ne pourra plus innover, on va se paupériser. Et votre activité va se dégrader. Ce qui fait la force du privé, c'est votre compétence. Votre compétence, votre innovation, votre envie de faire, votre envie de travailler. On va le perdre. Et donc, je ne peux pas l'accepter. Ça, c'est le premier point. Et le second point, je ne peux pas accepter qu'on rémunère les hôpitaux publics pour ne pas travailler. Pour ne pas travailler. Et je pèse mes mots. Nous avons ce qu'on appelle, depuis la période Covid, une garantie de financement. C'était magique. Magique. C'est-à-dire que, au début, quand on n'avait pas la possibilité de travailler, la CNAM, en mars 2020, nous a assuré que notre chiffre d'affaires serait maintenu. C'est normal, on ne peut pas travailler. Sauf qu'on est 4 ans après, ça continue. Donc aujourd'hui, que vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous avez une garantie de financement de votre budget. Et sur les hôpitaux publics, en 2023, c'est 1,2 milliard d'euros qui sont donnés en garantie de financement. Alors nous aussi, on en bénéficie, à hauteur de 200 millions. C'est-à-dire qu'il y a des copains qui n'arrivent pas, pour des problèmes RH, à reprendre le chemin de l'activité 2019. Les 200 millions versus 1,2 milliard. Il n'y a pas que ce 1,2 milliard. Il y a aussi l'aide de la sous-exécution. C'est magique, ça.
la sous-exécution. Tu n'arrives pas à travailler et à faire ton budget qui est alloué en volume. Au lieu de dire, ben, tu as moins travaillé, ok, ben, on va remettre cette somme d'argent, je dirais, pour l'année N+1. Non, on la donne aux hôpitaux publics. 500 millions d'euros. Tu ne travailles pas, tu touches. 1,2 milliard, 500 millions. Et c'est pas fini. Puis après, je donne la parole parce que sinon je peux rester une heure. Et ce ne serait pas du tout le thème. 350 millions d'euros d'aide à la fin d'année pour l'inflation. 2,2 milliards pour les hôpitaux publics. Nous, on a eu 75 millions. Donc, si vous voulez, quand c'est trop, quand c'est choquant comme ça, on ne peut pas accepter. Et je ne l'accepte pas. Je ne peux pas accepter qu'il y ait ce traitement, je dirais, pénalisant, moqueur aussi. Sur France Inter, notre ministre délégué nous a clairement demandé « Allez, au boulot !» Allez, au boulot. Ce sont ces mots publics. En parler. Allez au boulot. Monsieur le ministre, non seulement on est au boulot, mais on travaille plus que les copains du public. Et je ne veux pas stigmatiser l'hôpital public parce qu'il a ses forces, ses faiblesses, comme nous. Et là, l'aide qui est donnée aux hôpitaux publics est totalement unique. Totalement unique. Et moi, je demande tout simplement l'équité et l'égalité pour qu'on puisse continuer à travailler. Donc, le moyen que nous avons trouvé pour revendiquer, d'une part, c'est des recours, mais des recours, ça prend des années, et surtout, 3 juin, arrêt total de l'activité dans notre établissement. Alors vous allez me dire comment vous allez faire. Ben, Philippe va vous parler, et puis Sophie, Patrick, et puis les d'autres vont vous parler de l'opérabilité. Nous, c'est ça. Nous, c'est ça. Il n'y aura pas d'infirmière dans le bloc opératoire, donc sans infirmière dans le bloc opératoire, vous ne pouvez pas opérer, et nos services d'urgence seront fermés. Mais fermés. Et toute l'activité sera arrêtée. 3, 4, 5 juin, reconductible. Jusqu'à quand ça va durer? On pose toujours la question. Ça va durer le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Et toute la semaine, il y aura fermeture des services d'urgence. Toute la semaine. Et là, peut-être que le gouvernement verra que nous sommes essentiels, pour rappeler une période trouble, non pas le 18 juin, comme disait M. Morel, période Covid, que nous sommes essentiels et non pas non essentiels. Rappelez-vous cette chanson de Pas encore malade qui avait fait, je dirais, prendre en compte que nous étions tous, pendant la période Covid, essentiels. Voilà ce que je voulais, en introduction de cette conférence de presse, fixer le cadre, notre demande, l'équité, les 4% d'écart, c'est 500 millions d'euros, et bien sûr, continuer à pouvoir fonctionner sur ce qui fait la richesse, cette permanence des soins, cette proximité et ce maillage du territoire. Alors, moi, je voulais revenir sur la situation des négociations conventionnelles, essentiellement pour les médecins spécialistes que nous représentons ici. Ces négociations conventionnelles, vous le savez, après un échec l'année passée, ont repris en décembre, et depuis décembre, nous essayons d'avancer avec beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, mais sans beaucoup de succès pour l'instant. Et sur un sujet qui, pour nous, est essentiel, et vous allez comprendre pourquoi, c'est la problématique de la CCM. La CCM, c'est la classification commune des actes médicaux, qui réunit plus de 13 000 actes qui vont de la radiologie, en passant par tous les actes techniques, en passant par la chirurgie, par la réanimation, par tous les actes techniques que tous les médecins spécialistes et généralistes peuvent faire. Cette négociation est essentielle puisqu'elle se passe tous les 5 ans. Mais je vous rappelle une petite anecdote, c'est qu'en 2016, nous avons signé une convention qui devait durer 5 ans. Et puis pour des raisons politiques, cette convention a été prolongée 2 ans de plus. Ce qui veut dire qu'en fait, nous sommes dans une négociation qui est très importante pour nous. Parce que ces tarifs, quand ils sont fixés, ils ne bougent plus. Et vous imaginez bien que notre problématique aujourd'hui, en particulier pour tout ce qui est actes techniques, et en particulier
pour les blocs opératoires, nous avons des exigences de qualité, de sécurité, d'innovation thérapeutique que nous devons aux patients. C'est notre rôle et notre responsabilité. Alors en 2005, quand la CCM a été établie, nous avions déjà un retard tarifaire colossal. Colossal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des actes techniques à la CCM qui n'ont pas bougé d'un centime depuis 1990. Et je pose toujours la question, qui veut être opéré au tarif de 1990? Dans cette salle, personne. Pourquoi? Parce qu'entre 1990 et 2024, nous avons des moyens, de l'innovation, des techniques, du matériel, etc., qui a évolué. Et donc cette période, elle est pour nous capitale. C'est une négociation très importante pour la médecine libérale, pour les spécialistes libéraux et les médecins généralistes. Alors, pour vous rendre compte, pas trop de chiffres, mais il faut qu'on ait un peu cette vision. La CCM aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des actes techniques, c'est 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros en tarif de sécurité sociale. Donc nous, notre souhait aujourd'hui, c'est le souhait de l'ensemble des spécialistes, des représentants des spécialistes libéraux, c'est d'avoir une enveloppe financière qui, sans reprendre le retard tarifaire énorme depuis 1990, nous avons probablement les tarifs les plus bas d'Europe aujourd'hui pour les actes techniques, au moins reprendre l'inflation que nous venons de vivre pour tous les cabinets, pour tous les artisans libéraux que nous sommes. Et aujourd'hui, la situation est bloquée parce que l'assurance maladie propose, dans cette négociation conventionnelle, 100 millions d'euros pour la CCM, qui a une valeur de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire, je ne vous fais pas le calcul, mais vous le calculez de 1,4%. Donc, voilà la situation. Donc ça, c'est pour nous inacceptable. C'est inacceptable pour les professionnels que nous sommes, où nous avons une efficience aujourd'hui dans notre système de santé qui, le président de la FHP l'a rappelé, est extraordinaire. Et c'est inacceptable pour les patients. C'est inacceptable pour les patients, pourquoi? Parce que si nous n'avons pas les moyens, nous ne pourrons plus accéder aux exigences que nous devons aux patients. Qualité, sécurité, innovation. C'est essentiel. Et donc, aujourd'hui, sur ce sujet, qui est le sujet essentiel pour nous tous, plus la situation des établissements de soins. Je le rappelle, nous travaillons, nous, en tant que professionnels libéraux, dans des établissements privés. Nous avons des contraintes. Nous avons besoin de personnel. Nous avons besoin de plateaux techniques. Nous avons besoin d'accéder à tout ce qui fait la qualité et la sécurité du prise en charge pour les patients. D'accord? Et si nos établissements nous disent que certaines activités sont déficitaires, il faut les abandonner, qu'on ferme des services, qu'on ferme des blocs opératoires, qu'on ferme des services d'urgence, parce que ce n'est pas rentable, c'est plus rentable, mais nous, notre exercice est en grande difficulté. Alors, nous, ce n'est pas très important, mais c'est plutôt pour les patients que c'est très important. Et donc là, vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation que nous n'avons jamais connue. Ça fait malheureusement quelques années qu'on s'occupe un peu des affaires, mais je n'ai jamais connu cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, les médecins, ils travaillent tous les jours, et en médecine libérale, on est dans des semaines très remplies, tout le temps. Mais il faut lever la tête. Il faut lever la tête, prendre conscience de ces difficultés, et on n'a qu'une seule façon de réagir. C'est de dire au pouvoir public, au gouvernement, attention, vous faites une erreur politique majeure, vous faites une erreur pour notre système de santé, et on va vous démontrer, en arrêtant toutes nos activités à partir du 3 juin, et quand on dit arrêter les activités à partir du 3 juin, ça commence bien avant, parce que vous comprenez bien que nous, nos tableaux opératoires, le 3 juin, ils sont remplis. Et donc nous allons déprogrammer les patients pour en mai, pour les avertir que
à partir du 3 juin, nous allons avoir de grosses difficultés pour les prendre en charge. C'est insupportable d'en arriver là. Insupportable, je le dis chaque fois. Les médecins, ils sont là pour soigner les gens, pour les prendre en charge, pour les opérer, pour les réanimer. Ils ne sont pas là pour faire des mouvements sociaux. Mais malheureusement, on nous pousse tellement à bout dans cette négociation qui est aujourd'hui incroyable de cynisme, alors que nous avons des activités qui sont d'une efficience rare, avec, je dis toujours, le meilleur rapport qualité-prix probablement au monde. Je pense que là, on est dans une situation extrêmement difficile. Voilà. Alors, tout le monde se prépare. Personne n'est pris en traite au dernier moment. Nous avons lancé ce mouvement. Tout le mois de mai va se dérouler. Il va y avoir des actions de préparation. Il est clair qu'à partir du 1er et 2 juin, les urgences seront transférées parce que nous ne pourrons plus les prendre en charge à partir du 3. Et à partir du 3, tout va s'arrêter. Alors moi, je suis chirurgien de base à Toulouse, dans un gros établissement, et je ne sais pas comment les pouvoirs publics vont faire. Et je souhaite qu'ils n'en arrivent pas là, parce que la situation va être dramatique. Dramatique parce qu'il y a un tel ras-le-bol aujourd'hui que ça ne va pas se faire semblant. Donc voilà la situation. On a répondu, voilà, on rentre dans le 30 minutes, impeccable, questions, et puis nos amis présents répondront bien sûr, chacun allez-y. Alors, si vous voulez bien, pour ceux qui sont en tribune, je demande au Dr Raphaël Miller, voilà, FMF, j'ai reparti honorablement connu, Sophie Boer, je t'ai présenté, et Patrick Gasser. Pardon, il y a Franck de Leader et Bertrand de Rochambeau. Pardon, excuse-moi Franck, je ne te voyais pas. Et Loïc Hadès. Pardon, excuse-moi Franck, je ne voyais pas derrière. Tout le monde est là. Voilà, je vous demande, madame, messieurs, des réponses courtes. 30 secondes, comme ça, on prend beaucoup de questions. Allez. Vous présentez. Oui, pour le point. Bonjour, Marc Payet pour le journal Le Point. Une question pratique. À partir de quand vous allez déprogrammer les opérations de vos patients? Est-ce que 2-3 juin, c'est la grève? Vous dites que vous allez déprogrammer peut-être avant, je ne sais pas, le 15 mai, le 20 mai, à partir de quand? Merci à vous. La question est pertinente. La déprogrammation se fera probablement, ça va varier en fonction un peu des équipes, etc., mais à partir du lundi précédent, c'est-à-dire c'est le 20 quelques mai. Voilà. Alors que ce soit entre le 15 et le 20 mai, nous devons avertir les patients, parce qu'il y a des engagements, il y a tout un tas de choses qui sont préparées. Quand vous allez subir une intervention, vous avez une préparation et on doit absolument prévenir la population de ce mouvement. Et donc, à partir entre le 15 et le 20 mai, nous déprogrammerons les patients. Céline Poulenec, aux Échos, vous parlez de redéployer 500 millions d'euros. Redéployer comment? Est-ce que vous pensez à des pistes en particulier? Et que se passe-t-il pour les cabinets de libéraux? Est-ce qu'ils sont aussi complètement fermés ou pas? Alors, je vais prendre la question qui me concerne. 500 millions d'euros, ce n'est pas un montant rectificatif. On sait, on nous dit tous les jours, qu'il n'y a plus d'argent et qu'on doit réduire le déficit. Non, c'est un endame de 105 milliards. Il y a aujourd'hui des crédits qui sont non fléchés. 200 millions d'euros de MIGAC qui sont non fléchés, c'est-à-dire non attribués. 321 millions d'euros qui sont fléchés sur la PDSES, des soins à l'établissement de santé, mais on sait qu'en 2024, ce ne sera pas opérationnel, parce qu'on n'avait pas encore, je dirais, dans les discussions avec les ARS pour définir les lignes de garde. Donc il y a 521 millions d'euros qui sont, entre guillemets, disponibles et non attribués et non fléchés. On ne demande pas de l'argent en plus, parce que là, ce serait totalement illusoire et contre-courant des économies que nous devons faire. C'est de l'argent qui existe et qui n'est pas fléché. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nombre de garde avec les
pas de En 2000, garde avant l'année si, il y a une ligne de garde actuelle, mais il y a actuellement une réforme de la PDSES, donc on maintient si vous voulez, une ligne de garde aujourd'hui, mais techniquement, on ne peut pas, d'ici à la fin de l'année, bâtir de nouvelles lignes de garde parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée au mois de mars, on est en train de dépouiller cette enquête, on doit se voir pendant l'été et à l'automne pour définir avec les ARS quel établissement prendra ces lignes de garde, quel hôpital, quelle clinique. Donc il va se passer des mois et des mois. Donc sur 2024, ce financement-là ne sera pas attribué. Et les MIGAC Les MIGAC qui sont non fléchés. Ils sont non fléchés, c'est-à-dire que c'est une réserve de 200 millions d'euros qui sont non attribués. Donc si vous voulez, quand ce n'est pas attribué, ben, on se dit, ben, on va trouver un sens à l'attribution. Alors, Monsieur Q, Renat et Roland, Libération 1. Attends, il y a aussi une question sur le cabinet, pardon. Ouais, vas-y, sur le cabinet. Oui, bonjour, donc je ne suis pas Patricia Lefebvre, vous pouvez le constater. Je représente la FMF, un syndicat polycatégoriel. Et donc, je veux aussi faire part, avant de vous parler des cabinets libéraux, de l'inquiétude de nos amis généralistes hein, vis-à-vis de Sistram. Et c'est pas ce qui leur fait peur, c'est pas du tout nos journées de mobilisation à partir du 3 juin. Hein, c'est ce qui sera vis-à-vis de l'attaque de la médecine libérale, notamment vis-à-vis de la CCM, qui est sûrement concernée que nous spécialistes, mais et du problème de l'attaque de l'hospitalisation privée. Pour ce qui est des cabinets libéraux, donc, on n'est pas prévu qu'il y ait de mouvement de grève en cabinet libéral. Personnellement, je suis gynécologue médical, j'ai une activité quand même en clinique pour un certain nombre d'interventions. Je vais mettre en pause évidemment cette activité en clinique à partir du 3 juin. Mais l'activité libérale en cabinet, pour l'instant, il n'y a pas été prévu une action là-dessus. Alors, vous le constaterez, pour ce qui est de la médecine libérale, je ne vais pas remarquer pour la MFML, les positions ne sont pas tout à fait concordantes. Ce qui est certain, c'est que les médecins libéraux soutiennent ce mouvement. En ce qui concerne l'UFML, nous allons appeler bien évidemment à la fermeture des cabinets à partir du 3 juin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas travailler sans les cliniques. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous imaginez un seul instant l'exercice d'un médecin libéral sur le territoire français sans l'hospitalisation privée? Impossible. Impossible. En Occitanie, la part de l'hospitalisation privée est supérieure à la part de l'hôpital public. Vous imaginez un seul instant qu'on peut travailler sans clinique? Non, on ne peut pas. Alors, je devance une de vos questions. On peut nous demander, mais est-ce que ce n'est pas l'alliance de la carte et du lapin? Comment ça se fait? Moi, je vous réponds, quand la maison brûle, on ne regarde pas qui on sauve. On ne regarde pas qui on sauve. Et la maison brûle. Donc voilà, aucun état d'âme à dire on s'arrête. On s'arrête, on prie le cul de la vie. La situation est gravissime, on n'a jamais connu ça. Jamais, jamais, jamais. Les cliniques NCO sont attaquées comme jamais. Les SMR, le moyen séjour actuellement, est en immense difficulté, avec des établissements qui risquent de fermer à cause de l'incurie de ce gouvernement qui n'a pas été foutu de mettre en œuvre en temps et en heure la réforme qui nous est imposée et qui fait que plein d'établissements de moyen séjour ne peuvent pas facturer depuis plus de 2 mois. Et donc sont en train de mourir, et je pèse mes mots. Donc la situation transversale, hospitalisation privée, moyen séjour, court séjour, médecine de ville, est absolument gravissime, et j'en termine avec un ministre qui, encore hier sur France Inter, nous annonçait qu'il allait aller encore plus loin dans la délégation de tâches, tout en gardant la place de médecins généralistes au centre du système, ce qui n'est pas la moindre des incohérences. Donc, on nous appelle à la négociation, mais aller négocier quoi? Quand des ministres ou le Parlement décident de tout derrière nous, la situation est grave, oui, on ferme. Pour compléter ce que vient de dire Jérôme Marcu, effectivement, au niveau du syndicat des médecins libéraux, les cabinets de ville sont solidaires pour la même raison, c'est-à-dire qu'on peut difficilement travailler sans les cliniques privées. Au niveau des établissements, nous avons appelé à la fois à déprogrammer, mais aussi à déprogrammer les consultations. À quoi bon consulter quand on sait qu'on ne va pas pouvoir opérer pendant une période qui est indéterminée, puisqu'on a un début de grève, on n'a pas une fin de cette grève, et ça va dépendre évidemment des circonstances et de ce que l'on peut obtenir par les négociations que j'espère vont s'ouvrir avec le pouvoir public. Nous avons le problème de ce ministre qui, comme vous le savez, est issu
de la FHF, c'est-à-dire que c'est un ministre qui était président du syndicat des hôpitaux publics, et nous avons quand même l'impression qu'il y a une différence de traitement qui est invraisemblable et que effectivement on n'a jamais connu en 7 ministres sous ce gouvernement. Donc l'affaire est grave, nous allons nous mobiliser, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous espérons effectivement que les patients vont comprendre, et d'ailleurs nous allons informer les patients en amont de ce mouvement dans nos cabinets, avec un affichage également dans nos salles d'attente. Nous ne prendrons pas nos patients en fait, nous allons leur expliquer pourquoi ce mouvement, et en fait nous défendons leurs soins, la qualité de leurs soins et le libre choix qu'ils ont d'aller se faire traiter soit en établissement privé, soit en établissement public. Et c'est une des particularités du système français. Je pense que les patients y sont également très attachés. Nathalie Rollin, Libération. Je m'intéresse aux négociations conventionnelles notamment, savoir quel va être l'impact de ce mouvement des spécialistes libéraux sur les négociations conventionnelles. Est-ce que vous y retournez à l'Université du Bloc notamment, ou est-ce que ça reste suspendu? Jusqu'à quand? Patrick. Jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. Donc, il n'y a pas de retour à la table des négociations pour l'instant. Il y a 3 sujets. Je crois que ces 3 sujets ont été abordés par Philippe. Et donc, tant que nous n'aurons pas de réponse, et là, aujourd'hui, nous attendons une réponse écrite pour revenir à la table des négociations. Je serai comme, vous savez que de l'autre côté, MG France est revenu à la table de négociation au travers d'une lettre effectuée par le ministre, au vu des déclarations qu'il avait faites antérieurement. Nous, ce que nous attendons à Agnès Le Bloc, c'est une lettre d'intention de la part du directeur général de la CNAM sur ces 3 demandes qui sont structurelles aujourd'hui pour la médecine libérale, qu'elle soit en établissement ou qu'elle soit en ville. Voilà, c'est Alors, juste un point, vous avez demandé, vous avez dit que la CNAM proposait 100 millions pour la CCM, la revalorisation des actes, et sur 1,4%, et vous demandez combien exactement? Bon, le chiffre maintenant, alors il a été souvent dissimulé, hein, je l'accorde, mais quand j'entends l'ACTAL qui dit qu'il faut qu'on termine ces négociations au 30 mai, on voit pourquoi d'ailleurs. Donc on a demandé très clairement 500 millions d'euros, ce qui représente environ 4,5% de l'enveloppe CCAL, puisqu'elle varie entre 11 milliards d'euros et 14 milliards d'euros, d'accord, en fonction de est-ce que c'est du remboursé, du remboursable, et est-ce que les compléments d'honoraires sont pris à l'intérieur. Voilà. Mais globalement, c'est à peu près 4,5%. Et je le rappelle, et Philippe l'a dit, il n'y a pas eu d'évolution tarifaire depuis la mise en place de la CCAL. Et la mise en place, c'est 2005, sur des tarifs de 1990. C'est ça. Donc vous calculez l'inflation, si vous voulez, je l'ai calculé, hein, on a regardé, hein, environ depuis 2005, c'est 46%, depuis 2016, c'est environ 33%. Voilà. Qui souhaite poser une question? Ouais. Oui. Et l'adversaire de l'AFP, le gouvernement menace un petit peu, selon des sources que j'ai eues, de séparer la convention en deux, de faire les journalistes d'un côté, les spécialistes de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur? Et par ailleurs, Marguerite Cazenave a plusieurs fois averti qu'il faut aller vite, parce que sinon, avec le financement du gouvernement, ça pourrait poser problème. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à l'issue, par exemple, de l'élection européenne, vous Oui, bien sûr qu'on entend tous ces arguments, mais si vous voulez, nous, notre rôle n'est pas de fonctionner avec les échéances politiques des uns et des autres. Nous, notre responsabilité,
nous représentons les médecins libéraux, spécialistes libéraux, et notre responsabilité est de stabiliser un système conventionnel qui est un système performant pour l'accès aux soins pour tous les Français. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est d'être des acteurs de cette convention. Et vous voyez, il y a des échéances politiques. Par exemple, la convention a été prolongée de 2 années parce qu'il y avait des élections présidentielles qu'on ne pouvait pas, etc. Et si vous voulez, je suis désolé, mais ça, c'est pas notre job. Notre job, c'est quand même d'assurer une convention pour que les Français puissent être pris en charge avec des tarifs corrects et des remboursements corrects. Alors, je réponds à vos 2 questions. La possibilité, alors les menaces, nous on n'aime pas ça, on fait des choses très compliquées tous les jours. Très compliquées tous les jours, et les menaces, ça ne nous fait pas peur. On fait des choses très compliquées, on a des malades qui peuvent mourir sur les tables d'opération, donc c'est les menaces, peu importe. Alors la menace de faire une convention généraliste et séparer les 2 conventions, ceux qui veulent, c'est nous qui prenons en charge les patients, qui les soignons. Donc ça ne nous fait pas peur. Et la deuxième question était, il fallait aller vite pour les échanges politiques. Bien sûr, mais ça fait des mois et des mois que nous travaillons. Et des mois et des mois que nous travaillons. Et maintenant, il y a les élections européennes qu'il faut vite résoudre. Non, on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas travailler comme ça. Donc, il y a des difficultés. Nous devons les résoudre en partenaires responsables. D'accord? Mais il y a des échanges politiques qui parfois nous échappent, qui nous contraignent, mais en tout cas, nous, on ne va pas bâcler quelque chose qui est important pour l'accès aux soins pour tous les Français. Jérôme, puis... Juste très rapidement, vous noterez quand même le paradoxe d'une convention qui a été prolongée de 2 ans parce qu'il y avait les élections présidentielles et de négociations conventionnelles dont on nous demande qu'on les raccourcisse parce qu'il y a des élections européennes. C'est assez curieux quand même. Alors pour répondre à la décision de faire une convention séparée, généraliste et spécialiste, ça les regarde. Très honnêtement, ça les regarde, ça serait une décision politique. Nous, ce que l'on veut, c'est sauver le système. Et pour sauver le système, il faut prendre le temps. On s'en est ouvert au ministre à plusieurs reprises, au ministre au pluriel, on est au 7e. Donc si on doit passer au 8e parce qu'ils perdent les élections, on passera au 8e, et puis au 9e, et puis au 10e. Peu importe, les ministres passent, les médecins restent, et les malades restent. Pour répondre à la peur, comme le dit Philippe, non, la peur, ça ne fait pas partie de votre vocabulaire. Si, plutôt ça en fait partie quand il s'agit de regarder vers les patients. Nous, ce qui nous fait peur, c'est que le système est au sol, conséquence des politiques sanitaires successives, que ce qui est en train de se passer, on vous l'a dit, est éminemment dramatique et menace nos patients. Alors évidemment qu'on ne va pas s'aligner sur leur calendrier électoral ou politique ou autre. Nous, ce qui nous importe, c'est l'état du système sanitaire et sauver le système sanitaire. Et sauver le système sanitaire, ça passe par sauver l'hospitalisation privée, sauver la médecine de ville. Donc excusez-nous de ne pas trembler au maigre saillie de ce gouvernement. J'aimerais passer la parole au docteur de Vulgaire, qui est en vidéo. Franck, si tu veux bien intervenir, comme c'est toujours difficile de prendre la parole quand on est loin. Alors déjà, désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous à Paris, mais totalement évidemment solidaire de ce mouvement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon? Ça passe bien? Oui, très bien. Je pense qu'il y a 2 choses qui nous réunissent. Il y a notre expertise, la qualité de notre travail, et comme l'ont dit l'ensemble de mes confrères autour de la table, travailler avec des tarifs qui datent d'il y a plus de 30 ans. Je suis gastro-entérologue, comme vous le savez, comme Patrick Gasser. Le tarif de la coloscopie qui permet d'éviter le cancer colorectal est au même prix, exactement en centimes d'euros près qu'en 1990. Chacun pourra comprendre que c'est difficilement tenable, même si on nous annonce des gains de productivité, que nenni, ils n'y sont pas. Le matériel a progressé, mais nos recommandations professionnelles font que les examens sont plus longs qu'avant afin qu'ils soient plus performants. Donc il y a notre travail et la qualité de notre expertise, et puis d'autre part, notre outil de travail. Et notre outil de travail, ce sont les plateaux techniques. C'est ce que les établissements de santé privés, ou publics pour ceux qui y travaillent, mais privés,
pour ceux d'entre nous autour de la table qui y travaillons, et mettre une telle différenciation tarifaire, 0,3, 4,3, c'est un rapport de 1 à 15, ne rêvons pas, ça aura des conséquences inéluctables sur la santé de la population, puisque ça va mettre à mal un certain nombre d'établissements qui vont mettre la clé sous la porte. J'ai été, il y a quelques années à Reims, dirigeant du groupe Colancy Santé, donc je sais de quoi je parle quand on évoque les contraintes économiques. Et puis, ça va conduire évidemment à des choix d'activité plus que d'autres. Et il sera trop tard pour reprocher à nos directeurs d'établissement d'avoir fait ces choix-là à partir du moment où on les contraint économiquement à les faire. Donc voilà, je pense que on est totalement solidaire de ce mouvement. Après, négociation conventionnelle et ce mouvement, je pense que c'est deux choses qui sont proches, mais pas tout à fait comparables. Vous savez que la CSMF n'a pas quitté la table des négociations conventionnelles, qui n'existent plus depuis 15 jours. Je pense qu'on est solidaire sur les demandes et celles qu'évoquait Patrick Gasser sur l'enveloppe CCM qui doit augmenter, je dirais, d'au moins 500 millions d'euros, parce que le 4,5, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup quand on voit que tout est gelé depuis tant et tant d'années. Ça nécessite que la valeur expertale des médecins spécialistes soit reconnue, ça nécessite que on dynamise ce qu'on appelle l'optam, c'est-à-dire la partie des compléments d'honoraires qui sont en partie solvabilisés. Ça nécessite de redynamiser tout cela au service d'un meilleur accès aux soins pour la population française. Et donc, c'est pas parce que ces données-là seront sur la table et qu'on pourra, je l'espère, reprendre le chemin de la négociation conventionnelle sans se presser. L'important, c'est d'avoir une convention qui soit dynamique, efficace, au service de la population française, que ce mouvement qui a pour but de sauvegarder notre outil de travail qui sont les établissements de santé s'arrêtera loin s'en faut. Merci Franck pour tes propos. Question suivante, si vous souhaitez. Alors j'ai une demande de relais. On a engagé sur la net une pétition défendant l'accès aux soins, 25 000 signataires. Voilà, si vous pouvez faire ce gentil relais pour cette pétition défendant l'accès aux soins. C'est pas du tout une pétition syndicaliste ou politique, c'est l'accès aux soins pour tous. Donc il y a 25 000 signataires depuis, on l'a ouvert il y a 5-6 jours. Objectif 100 000 pour que l'ensemble de nos citoyens s'emparent à ce débat sur l'accès aux soins qui est dit et redit par nos amis médecins. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Morel. Oui, est-ce que vous pouvez revenir et nous repréciser la marque de négociation que vous avez et d'autre part la marque de négociation qu'a le gouvernement? Parce qu'une fois que le ministre, le gouvernement, d'ailleurs, est-ce que tous les ministres de ce gouvernement sont à votre avis, il n'y a pas bien dans cette politique qu'il mène, quelle est la négociation que vous avez un peu expliqué là, sur les 500 millions à moitié sur les médias, quelle autre, peut-être précisément des choses qui n'ont pas pu tout noter. Et surtout, en fait, la vraie question, c'est quelle est, selon vous, la marque de négociation du gouvernement? La parole a été dite, parce que c'est un mécanisme que je n'arrive pas très bien à saisir, d'autant que vous ne dites pas que vous appelez à un ondam rectificatif. Et pourquoi pas, finalement? L'ondam rectificatif me semble aujourd'hui complexe parce que, vous le savez, la France est à des niveaux records d'endettement, donc on ne serait pas audible de demander, je dirais, un effort supplémentaire dans les finances publiques, et il n'y a surtout pas besoin. Pas besoin. S'il y avait un besoin, on demanderait, mais il n'y a pas besoin. 200 millions donc, sur des migates non pêchés et 321 millions sur la PDSES, permanence des soins de soins de santé, non attribuables en 2024. Mais au-delà de ces sommes, si vous voulez, là où la campagne, et je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure parce que c'était peut-être un peu complexe, mais je vais essayer de trouver des mots simples. Il y a un effet volume dans la campagne tarifaire qui est de dire vous avez un effet volume pour 2024, c'est-à-dire vous ne devez pas dépasser, public privé, 2,5% d'augmentation de vos volumes. J'expliquais tout à l'heure que le public n'arrivait même pas à retrouver le volume 2019. Donc ils vont être, je pense, au mieux à 0 volume. Ce qui veut dire que le 2,5% qui a été présenté pour ce volume, c'est 1,2 milliard. 1,2 milliard. Ce 1,2 milliard ne va pas être, entre guillemets, dépensé parce que le volume n'est pas réalisé.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va être réattribué, comme cette année, à l'habitat public. Donc, il suffit de dire, ben, la sous-exécution, on ne la réattribue pas à l'habitat public, parce que je trouve que c'est choquant de payer des établissements pour l'activité qu'ils ne font pas, et on le remet dans le pot commun. Encore qu'en faisant grève, vous allez leur transférer l'activité. Oui, un jour de grève, c'est 0,3%, 0,3% de tarif ou de chiffre d'affaires. Un jour. Donc ça fait pratiquement 1,2%. Oui, mais si vous voulez d'arriver à cette extrémité, et notre occupe l'a très bien dit, nous sommes programmés pour soigner. Je suis programmé pour organiser, je dirais, une production de qualité des soins. Nos partenaires, médecins, sont organisés avec nos soignants pour prendre en charge les patients. On est ensemble. Donc se faire mal, en plus économiquement, dans une situation qui est difficile, bien sûr. Mais ça prouve aussi la motivation et l'état de détresse de l'ensemble des adhérents. De En l'ensemble des général, sur les médias, je fais un dialogue, mais pour simplement préciser bien les choses, parce que le diable est dans les détails. Les médias, vous en avez combien des médias? 1%. 1% des médias. 1%. En général, ils sont donc déjà attribués. Oui, mais pas tous. Pas tous, parce qu'il y a des provisions, il y a des estimations. Et juste aussi, dans cette campagne tarifaire 2024, il y a l'augmentation des MIGAC, c'est 200 millions d'euros. Avec l'augmentation des MIGAC. Et pour lesquels nous avons 1%, vous le savez tous, parce qu'il y a, je dirais, une dichotomie de traitement public-privé. Et sur ma question un peu plus générale, qui était de dire, est-ce que tous les ministres, selon vous, sont sur la même position que le ministre délégué? Ah, si vous voulez, je ne suis pas dans les arbitrages ministériels, parce que ça dépasse bien évidemment le ministre délégué. Il y a Mme Vautrin, ministre de la Santé et du Travail. Il y a Bercy, il y a Matignon. Voilà, c'est des équilibres pour lesquels il y a des discussions et pour lesquels nous ne sommes pas invités. Et nous ne savons pas qui, in fine, décide. Mais, quel que soit le décideur, il doit comprendre que cette dichotomie de traitement public-privé n'est pas acceptable et surtout, elle est choquante. Nos concitoyens, quand on parle à des non-initiés, comprennent tout de suite que 0,343, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. L'année dernière, c'était 5 pour nous, 7 pour le public. On n'a pas fait débat. Il y a eu une inflation à 8%. Et là, aujourd'hui, 0,343, l'ensemble des parties prenantes, je dirais, comprennent qu'il y a un malaise et que c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Sur les 500 millions de la CCM, comment ça s'articule dans l'ONDAM? Parce qu'il me semble que vous demandiez que ce soit augmenté le plus rapidement possible, donc dès cette année. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'ONDAM? Non, bien entendu, quand on négocie une convention pour les 5 prochaines années, on a quand même un peu l'habitude. Vous voyez, on s'engage sur des choses qui sont concrètes et signées, et pas des enveloppes, vous voyez, comme on sait faire de temps en temps, dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc ça, c'est un principe de négociation important, parce que nous, on engage les confrères, on engage la médecine libérale, et on ne peut pas engager les gens sur des enveloppes futures. Donc ce qui est un point important pour nous aujourd'hui, c'est que l'enveloppe soit définie aujourd'hui pour la convention. Alors je sais bien qu'on nous dit qu'il peut y avoir des avenants conventionnels au cours de la convention, etc. Mais notre rôle de négociateur, c'est quand même d'emblée de mettre les choses au point pour les 5 prochaines années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes très attachés à la pertinence, au chapitre pertinence. C'est-à-dire, comment essayer d'éviter de faire des actes inutiles, coûteux, etc. Et en début de négociation, c'est une petite anecdote, mais ça donne bien le sens de nos propos aujourd'hui. On nous a fait une liste de choses, d'actes aberrants. Par exemple, sans rentrer dans les détails médicaux, le dosage de l'AVS, vitesse de sédimentation. C'est un examen qui n'a plus d'intérêt, puisqu'il y a un autre dosage qui est beaucoup plus performant
dans les maladies inflammatoires, dans les infections, etc. Ce dosage de l'AVS, je me souviens plus du montant, Patrick, c'est 50 Le dosage de l'AVS plus de la vitamine D, c'est 120 millions d'euros. 120 millions d'euros. Vous voyez, 120 millions d'euros dépensés pour pas grand-chose. Et quand on regarde bien tout ça, ce qu'on appelle pour nous pertinence des actes, c'est-à-dire le meilleur acte dans la meilleure situation, avec la meilleure efficience, d'accord, ben, on peut faire des économies. Et là, vous voyez, il y a une enveloppe de 120 millions sans rentrer dans le détail, hein, d'accord. Et ça, c'est sans vraiment une autre enveloppe, c'est-à-dire tout ça est dans la même enveloppe. Mais il faut aussi se poser la deuxième question, c'est que la population vieillit, les besoins médicaux augmentent, les thérapeutiques augmentent. Comment peut-on rester avec les mêmes dépenses d'actes techniques? C'est impossible. Donc il faut aussi, mais ça c'est un problème, je dirais, de politique générale du pays, il faut aussi qu'on comprenne que en 2016, il y avait une enveloppe de 7 milliards pour la CCAM, mais depuis 2016, il y a presque 10 ans qui sont passés, les gens sont mieux pris en charge, plus soignés, ils vivent plus vieux, il y a des maladies chroniques plus lourdes, plus nombreuses, et donc les dépenses, bien sûr, augmentent. Et c'est toute la force de la négociation conventionnelle qui doit assumer et assurer cet accès aux soins pour tous les Français de façon correcte, avec un remboursement correct. Juste rajouter une petite précision, comme vous le savez, l'âge de la retraite a été reculé, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on maintienne cette population active plus longtemps. Et ça ne va pas se faire sans un investissement dans la santé, vous le comprenez bien aussi. Et nous, on nous demande de travailler, de soigner toujours plus de patients, toujours plus lourd, et avec finalement, avec l'inflation, toujours moins de moyens. Mais à un moment, c'est impossible. Et là, nous sommes au moment où c'est impossible. Oui. Bonjour, Laurent Barthélémy de l'AFP. Est-ce que vous pouvez repréciser par rapport à quoi vous demandez 500 millions en plus, en fait, quelle est la somme, pour donner une idée un peu au public, c'est quoi la somme que vous souhaitez augmenter de 500 millions? C'est vraiment pas. Alors, ça va aller vite pour les deux, pourquoi pas, mais c'est surtout, j'avais la question surtout pour les cliniques privées, mais effectivement, pour les syndicats de médecins, ça m'intéresse aussi. Comme je disais, je demande simplement l'équité. Et 500 millions, c'est la différence entre 0,3 et 4,3. Voilà. Donc si on a une enveloppe de 500 millions, on aura la même augmentation de nos budgets que l'hôpital public. Et cette somme-là nous permettra, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est pour moi tellement évident, de revaloriser les salaires de nos soignants, d'octroyer ces fameuses primes de suggestion de nuit, de week-end que le public, que les agents du public bénéficient. Voilà, il n'y a pas que, si vous voulez, il y a bien sûr l'investissement, il y a bien sûr le fonctionnement, il y a bien sûr la prise en compte de l'inflation, mais il y a aussi le volet RH qui est important. Parce qu'aujourd'hui, à 0,3, mais juste, quelle est l'enveloppe aujourd'hui prévue pour l'hospitalisation prévue, pour l'hospitalisation privée? Quelle est l'enveloppe aujourd'hui prévue? C'est 18 milliards. C'est 18 milliards. Oui, c'est 18 milliards, pardon. Oui, mais c'est 18 milliards plus 0,3%. Voilà. Je crois, hein, Christine, je passe ton contrôle, c'est 18 milliards, l'enveloppe du privé. Voilà. Donc 18 milliards, donc c'est 18 milliards plus 0,3%. Voilà. Donc si vous voulez, cette augmentation que nous demandons, légitime, c'est pour trois thématiques, hein, bien sûr, le volet RH, le volet inflation et le volet sauvegarde de nos comptes. Sauvegarde de nos comptes. Il y a quand même trois thématiques. Et aujourd'hui, à 0,3% d'augmentation, le volet RH, il est simple. Au niveau de la branche, il n'y aura pas d'augmentation des salaires. Zéro. On ne peut pas, nous, engager au niveau national de la branche, et je suis, en ma qualité de président de la fédération, responsable de la branche de la convention collective, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Voilà, ça, c'est clair. Et ce n'est pas acceptable pour nos salariés qui nous font confiance, pour nos salariés qui, tous les jours sur le terrain, se démènent avec, je dirais, des difficultés de fonctionnement, et qui voient, de l'autre côté de la rue, ce dumping social réalisé par les hôpitaux publics, qui ont les vannes ouvertes pour pouvoir revaloriser
leurs collaborateurs. Donc c'est pas acceptable. C'est le même diplôme, le même aide-soignant, le même brancardier, le même infirmière. C'est pas normal qu'il y ait des écarts de 300-400 euros. C'est 15% d'écart entre une infirmière du public et une infirmière du privé. Je pense que c'est le seul secteur en France où le public paye mieux que le privé. C'est pas possible. Sur la même fonction. Sur ce sujet qui, pour nous touche beaucoup, parce que nous avons travaillé à l'hôpital public pendant des années. Et quand nous avons travaillé, maintenant nous travaillons dans le secteur libéral. Donc nous connaissons les deux systèmes. Et imaginez-vous que dans un service de chirurgie, ou dans un service de soins continus post-chirurgicaux, ou dans un service de réanimation, où le personnel est normatif, c'est-à-dire que vous avez pour tant de patients, tant d'infirmières. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de travail entre l'hôpital public et le secteur privé? Aucune. Les infirmières de nuit, le personnel de nuit, n'est pas revalorisé dans les cliniques, alors qu'elles font le même boulot, parfois plus parce que l'efficience, parce que nous, on a une activité qui est beaucoup plus importante. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a choqués profondément, parce que on ne comprend pas, nous, qu'il y ait ces différences tarifaires. Dr Gasser voulait intervenir, et puis après on va Non, je voulais simplement intervenir sur les conventions collectives. Nous aussi, on a une convention collective des cabinets médicaux. D'accord? Donc on a aussi une négociation RH de ce côté-là. Et donc, l'augmentation aussi demandée dans le cadre de la CCL, mais c'est un tout dans le cadre de la convention, participe aussi à les revalorisations salariales de nos employés. Et je rappelle que sur le plan de nos employés, c'est à peu près 100 000 personnes aussi. D'accord? Donc c'est un élément fondamental. La demande d'augmentation tarifaire, elle n'est pas centrée que sur les médecins, loin de là. Et c'est la pérennité aussi des cabinets libéraux. Fondamental, ça aussi. Je rappelle qu'il n'y a pas eu de Ségur pour les cabinets médicaux. Et c'est une demande de nos secrétaires, de nos collaborateurs, des assistants médicaux, médico-techniques. Voilà. Donc c'est quand même important aussi de rappeler que nous travaillons en société aussi. Et que nous avons des valorisations aussi à donner à nos salariés. Voilà. Dernier mot, Dr Marty, puis après, une question une question en géo. Allez-y. Alors, j'ai vu deux questions, peut-être les deux dernières, et je vous propose ensuite de continuer en dehors des questions. Bonjour, Marie-Cécile Renaud, Le Figaro. Je voulais savoir quel retour vous avez aujourd'hui du ministère et si vous comptiez porter le sujet sur le terrain juridique. Alors, à ce stade, nous n'avons pas ouvert de discussion. On a des rendez-vous qui sont prévus, mais à ce stade, on n'a pas de discussion engagée, ni de proposition, parce que ce que je porte aujourd'hui devant vous, vous vous doutez qu'on l'a porté depuis quelques jours, pas semaines, mais quelques jours, on l'a porté auprès des différents cabinets, donc ils sont au courant de nos demandes, mais on n'a pas de rendez-vous programmés sur des séances, je dirais, d'arbitrage. Donc aujourd'hui, c'est rien. Ouais. Et il y a une autre question, je crois, pardon. Oui, pardon, juridique, oui, juridique, oui, on va engager tous les recours juridiques sur la campagne tarifaire, sur la distorsion de concurrence et sur l'Europe, sur l'aide d'État illicite d'un secteur par rapport à l'autre. Oui, on va en compte toute la palette des recours juridiques possibles sur l'ensemble de nos thématiques et également des recours par établissement sur les territoires. Donc on va faire, je dirais, en sorte que l'ensemble des voies de droit soient exploitées et poussées au maximum de nos possibilités, notamment vis-à-vis de l'Europe.
Juste une petite question, deux petites questions pratico-pratiques pour finir, pour Caroline Cordier pour Esprit Média. L'arrêt total de l'activité, j'imagine qu'il y a quand même un tout petit minimum d'activités qui sera maintenu, peut-être pour des activités comme la dialyse ou des patients qui seront en réanimation. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a quand même quelques activités qui seront maintenues à l'intérieur des établissements. Et quelles consignes seront données au personnel infirmiers, aides-soignants, etc. le jour de la grève? Est-ce qu'ils viendront quand même dans l'établissement, ils resteront en domicile? Enfin, voilà. Merci. Alors, sur les activités, une seule activité sera maintenue, ce sont les malades chroniques qui ont besoin d'une dialyse tous les 48 heures. Si on arrête les dialyses, ils meurent. D'accord? Donc l'activité de dialyse chronique, voilà. Toutes les autres activités, urgences, seront renvoyées à l'hôpital public. En sachant que nous avons donné comme consigne de diminuer l'activité progressivement pour que le 3 juin, il y ait le minimum de patients hospitalisés. Bien entendu, la continuité des soins que nous devons aux patients sera assurée pour ceux qui sont encore hospitalisés, mais il y aura peu de patients encore hospitalisés le 3 juin, puisque le mouvement va commencer dans la déprogrammation, dans la diminution de l'activité, on l'a dit, entre le 15 et le 20. Sur les salariés, donc bien sûr, c'est un mouvement de grève à l'initiative des employeurs, donc ils seront rémunérés, soit rémunérés, je dirais, sur site avec des fonctions, ben voilà, on peut imaginer des formations, on peut imaginer des formes de certification, on peut imaginer toutes sortes de tâches, libre à chaque entreprise aussi de déclencher des compteurs épargne-temps, c'est-à-dire de récupération. Enfin, ce sera à la libre initiative du dialogue social que nous avons tous avec nos collaborateurs. Certains devront se reposer et seront déduits de leur compte temps. Voilà, mais ils seront payés, c'est évident. Juste une réflexion pour revenir sur la demande de votre collègue de l'AFP sur la hauteur des enveloppes pour la médecine de ville et l'hospitalisation privée. Alors oui, il y a l'enveloppe pour la CCAM, mais pour les médecins généralistes qui sont en fait peu touchés par la CCAM, parce que l'on sait les difficultés économiques du gouvernement, parce que l'on connaît les difficultés économiques de ce pays, nous demandons l'accès aux honoraires différents dans toute la médecine libérale. Vous savez que les médecins généralistes en sont écartés. Dans un pays, et c'est son honneur, qui est socialisé, dans un pays qui a la CMU, la CS, l'AME, etc., on dit que l'on peut donner cet accès aux généralistes. Et on le demande, ça fera gagner de l'argent à l'État et ça fera installer les médecins. Toutes les autres réformes sont un échec. Si on met cette chose en place, l'État gagne 12 000 € par médecin. Par une prise en charge des cotisations sociales moyenne. Donc c'est gagnant, gagnant. Il va falloir enfin qu'on fasse tomber ce dogme, parce que chaque fois qu'on le demande, on nous dit ah non, non, ça on ne peut pas y toucher. Et on est dans une inégalité majeure qui écarte les généralistes de ces choses-là et qui fait que vous avez de plus en plus de difficultés d'accès aux soins partout, sur tout le territoire, que les jeunes mettent 10 ans à s'installer. 10 ans pour les former, 10 ans pour qu'ils s'installent, 20 ans pour que la nation retire les fruits de son investissement. Il faut stopper ce massacre, il faut faire installer les généralistes, et pour les faire installer aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a plus qu'une possibilité, c'est celle-ci. Ou alors, si celle-ci ne vient pas, alors vous aurez le déconventionnement, c'est déjà engagé, et vous en aurez partout, sur tous les territoires, parce que notre métier, c'est de soigner. Notre métier, c'est d'offrir la qualité du soin que les Français sont à attendre, et on ne nous donne pas les moyens de faire cette qualité des soins. Donc s'il faut en passer par là, évidemment, on en passera par là. Vous en êtes à combien de médecins déconventionnés dans le mouvement qui a été lancé? Actuellement, 5200 intentions de déconventionnement et 1100 médecins déconventionnés déjà individuellement sur la France. Merci, Dr Marty. Écoutez, je propose de conclure notre conférence de presse, de se retrouver autour d'un petit croissant et d'un café, et puis de continuer la discussion librement pour ceux qui veulent nous parler. Merci pour votre écoute et votre présence.